Est-ce que vous avez peur de mourir ou que ça arrive à un de vos proches? Aujourd'hui, je rencontre Dr. Andréane Côté, qui est justement un médecin en soins palliatifs puis qui accompagne les patients en fin de vie, que ce soit à l'hôpital, mais elle, c'est surtout à domicile. Fait que le monde des soins palliatifs, c'est un moment où une place où le rôle du médecin, il prend vraiment une autre tournure. Parce qu'au lieu d'être dans le paradigme de la vie à tout prix, bien là, non, il faut accompagner, il faut supporter, puis des fois, il faut juste être présent avec le patient pour l'aider dans cette transition. Fait que c'est justement ce qu'on va parler avec Dr. Côté de la transition de la mort, puis comment le faciliter, comment accepter ce passage-là qui est souvent tabou puis difficile pour beaucoup de gens. Donc, suivez-nous dans cet épisode qui promet être vraiment riche et profond. Bonjour, Dr. Côté. Premièrement, merci d'être ici aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, on va commencer par le début de pourquoi est-ce que tu as toujours su, en fait, que tu voulais être médecin? À mon souvenir, oui. Mon père était médecin. OK. Fait que j'ai des souvenirs très lointains où il m'amenait à la salle d'accouchement le soir, la nuit, parce que ma mère est retournée aux études quand on était un petit peu plus grand. OK. Puis je me rappelle des soirées passées dans le salon des médecins à la salle d'accouchement où les infirmières nous fournissaient en jus, en biscuits. Puis je trouvais que c'était un monde incroyable, là, de mes yeux de petite fille. Puis on côtoyait la naissance, fait que c'était un moment heureux, fait que c'était comme un peu un héros. Ouais. Fait que ça nous arrivait aussi quand on se promenait au centre d'achat, que ces patients le saluaient. Puis OK. je me disais, c'est un beau métier. C'est gratifiant. Oui, j'avais cette impression-là. Fait que ça m'a toujours intéressée. Puis, tout ce qui est biologie, fonctionnement du corps, ça m'a toujours intéressée. Fait que, en quelque part, j'ai su ça en même temps que par moments, je voulais être ballerine ou coiffeuse ou ça a toujours resté comme toile de fond. Puis, secondaire, cégep, ça s'est vraiment comme affirmé. Puis, Clarifié. ouais. Puis est-ce que tu t'en allais vers justement l'obstétrique avec ça ou pas nécessairement? Je dirais que ce qui m'a intéressée d'abord, puis c'est là qu'il faut se poser la question quand on est externe et tout, c'était la médecine de famille qui m'intéressait. OK. Fait que première grande décision à prendre. Pourquoi c'est la médecine de famille? Justement parce que c'était une relation à long terme avec mes patients qui m'intéressait, quels qu'étaient leurs problèmes de santé. Mais pendant mes stages, j'ai beaucoup été attirée par l'obstétrique, donc la salle d'accouchement, les naissances, puis les soins palliatifs. OK, ouais. Fait Même chose pour que, moi. Ouais. donc, au début de ma pratique comme médecin de famille, j'ai commencé comme médecin accoucheur. Donc, je suivais les bébés, j'ai fait de la pouponnière, j'ai fait de l'hospitalisation aussi, de la supervision des résidents, du centre jeunesse, donc la clinique adolescente. Puis, donc, j'avais une pratique variée. Oui, c'est ça, j'allais dire, c'était très varié. Hein? Je me plais à dire que j'étais un vrai médecin de famille, un vrai généraliste. Puis après ça avait toujours été clair dans mon esprit qu'après quelques années de pratique, je souhaitais prendre une année sabbatique. Dans mon idée, c'était j'allais voyager pendant 6 mois, 1 an. OK. Puis finalement, mon idée de voyage a changé un peu. Fait que ça a été 6 mois de voyage et 6 mois où j'ai commencé à faire un certificat en sciences humaines à l'UQAM, dans le département de sciences des religions. Fait que je me suis intéressée à la partie préparation à mon voyage en Asie. J'étais fascinée par leurs pratiques culturelles, l'hindouisme, le bouddhisme. Fait que je me dis, tiens, je vais aller en apprendre davantage sur ces religions-là. Puis je me suis retrouvée à apprendre plein de notions, plein de concepts, les rites, les mythes, les symboles. Puis à travers cette expérience-là de cours, j'ai pu mettre des mots sur ce que j'appréciais vraiment beaucoup de la médecine, mais ce que j'appréciais moins. Mm-hmm. Ça m'amenait à réfléchir sur différentes choses, sur la vie, la mort, comment notre perception de la maladie, de la mort peut changer en fonction de qui on est, notre culture, notre religion. Et puis, je suis partie en voyage avec cet C'était même avant de esprit-là. commencer les soins palliatifs. Ah oui. OK, Oui, OK. oui, oui. C'était déjà présent en toi. Oui. Puis, tout au long de mon parcours comme résidente, puis même au début de ma pratique comme médecin, j'accumulais des petits articles, des revues, des petits pamphlets qui me questionnaient, qui m'amenaient à réfléchir, puis qui disaient, il y a quelque chose qui cloche dans la médecine. Puis je mettais ça dans une filière, mais on dirait que j'avais pas le temps de m'arrêter pour réfléchir à ce que c'était. As-tu un exemple d'article un peu comme... Exemple.
une revue, un abstract d'une revue de gériatrie. Telle prescription d'antihypertenseurs peut réduire la mortalité des personnes de 85 ans et plus. Puis le résumé, c'était c'est une bonne molécule, il faut la prescrire plus souvent. Bon. Fait que je me disais, de un, réduire la mortalité des gens de 85 ans et plus, est-ce que l'objectif de notre approche, c'est vraiment de rendre les gens immortels? Tu sais, je me disais ça. Je dis, pourquoi on ne se concentre pas sur la qualité de vie? Il me semble que ça m'aurait plus convaincu que telle pratique améliore la qualité de vie des gens. Fait que là, je me disais, c'est drôle, on dirait que notre objectif ultime en médecine, c'est toujours prolonger, guérir, adresser une maladie. Puis au final, je me disais, il me semble que c'est décalé par rapport à ce que moi, j'ai envie de faire avec les gens, c'est-à-dire améliorer leur bien-être, contribuer à ce qu'ils soient heureux. Puis je trouvais que la durée de vie, l'espérance de vie ne devrait pas être une fin en soi. Oui. Puis la prévention aussi. La prévention des infections, prévention des infections ou des autres maladies chroniques, comment apprendre à se faire du bien nous-mêmes. Tu sais. Fait, c'est ça. Fait que ça me questionnait, mais tu sais, hein, la médecine, je veux dire, il y a beaucoup de choses, ça roule, ça va un vite, feu roulant. On apprend action, réaction, il y a un problème, il faut trouver la solution, on passe au suivant. Tu sais. Fait que j'étais comme un peu dérangée déçue, puis de ne pas avoir le temps vraiment de... Fait que c'est pour ça que quand j'ai pris cette pause-là, où j'ai étudié dans un autre domaine comme complètement, basé sur les sciences humaines aussi, où j'ai appris qu'il n'y avait pas de vérité. Hein? Souvent, en médecine, on apprend des algorithmes, on apprend l'anatomie, on regarde le livre, on apprend, puis je veux dire, on ne remet pas ça en question. La physiologie pulmonaire, on ne remet pas ça en question. On l'apprend, point final. Puis en sciences humaines, ce qu'on nous apprenait, c'est lisez le texte. Oubliez jamais que c'est la perspective de l'auteur qui l'a écrit. L'auteur qui vient de quelque part, qui a lui-même une façon de voir, qui a lui aussi des valeurs puis un background. Fait que je me suis rendu compte que peut-être qu'il n'y avait pas de vérité. Absolue. Fait que c'est bizarre, ça a l'air évident comme ça, mais on dirait que j'ai allumé tard dans ma vie de cet état de fait. Puis là, je suis partie en voyage et puis j'ai commencé à lire le livre des morts tibétains, puis la perspective du Dalai Lama sur la colère, sur la mort, sur la tristesse, sur la souffrance. Je me suis rendu compte que la souffrance puis la mort, c'était pas nécessairement vu partout de la même façon. Alors qu'en Occident, ou en tout cas en Amérique du Nord, c'est quelque chose qu'on craint, qu'on veut repousser, tout ça. Qu'on a beaucoup peur. On a peur. C'est un tabou. C'est ça. On ne peut pas en parler. Ouais. Donc, c'est un peu... Avec tout ce background-là, quand je suis revenue, je disais, on dirait que j'ai envie de donner une chance à la médecine, de se rattraper. Mais je dis, je vais essayer de postuler pour faire une résidence en soins palliatifs. Fait que j'ai appliqué, j'ai pu faire mon R3 en soins palliatifs. Donc, c'est après quelques années de pratique que j'ai migré vers les soins palliatifs. Fait qu'au bout de cette année-là, c'était le coup de foudre. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as su que c'était la bonne place pour toi? Je trouve que c'est un bel endroit où les sciences humaines rencontrent les sciences de la santé, les sciences de la biologie, les sciences dures. On allait dans les congrès, puis en plénière, il y a un philosophe qui vient de parler de la dignité. Il y a un anthropologue qui vient de parler des rituels de fin de vie. Puis après ça, tu as une conférence sur le soulagement de la douleur avec le cannabis. Puis, on dirait que tous mes intérêts se rencontraient. Puis, c'est sûr que j'ai eu des mentors qui m'ont beaucoup inspirée. Au moment où j'ai fait ma résidence, on était en plein dans la commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. C'est en 2010-2012. Ça bougeait beaucoup. Il y avait des rencontres citoyennes, il y avait des rapports qui étaient publiés, des mémoires. Fait que ça m'amenait vraiment à réfléchir sur la question de la mort, sur la question de mourir dans la dignité, mais avec les lunettes de tous ces domaines-là, tu sais. Oui. L'éthique, les sciences humaines, les médecins, les infirmières, les psychologues.
Puis tes mentors, est-ce qu'ils étaient, c'était des médecins du Québec ou c'était une autre spécialité complètement? Oui. J'ai commencé, bien, tu sais, évidemment, c'était d'abord mon petit entourage. Puis plus tu commences dans quelque chose, plus tu te rends compte que tu sais rien, puis que c'est vraiment grand. Donc, c'est par l'entremise de mentors du Québec que j'ai côtoyé au quotidien. Les docteurs Vinet, docteur Nadeau, docteur Martel, docteur Grandmont, qui fait 24/7 d'ailleurs, qui est une belle porteuse des soins palliatifs. Fait que de les voir à l'action, donc de naviguer la pharmacopée des soins palliatifs en même temps que la communication avec les patients, de naviguer la sphère psychologique qui rencontre la sphère sociale, physique, puis spirituelle, d'arriver à naviguer tout ça, là, ça m'a vraiment... Je trouvais que c'était un défi qui m'intéressait, puis j'étais prête pour faire ça pour tout le temps. Là. OK. Fait que t'es encore fascinée aujourd'hui, ça paraît. Oui, à tous les jours. Tu sais, je suis arrivée en vélo ici, mais tu sais, je circule en vélo, je fais mes visites à domicile en vélo, en soins palliatifs. Puis à tous les jours, quand il fait beau comme ça, je suis comme, j'aime ma vie. On arrête, prendre un petit café, hop, on s'en va faire une visite à domicile. On se fait ouvrir une bouteille d'eau quand il fait chaud. On continue notre route. Fait que, tu sais, ça nous amène à rencontrer plein de gens malades, de proches, puis d'autres professionnels, des médecins, mais aussi toute une équipe interdisciplinaire qui nous nourrissent puis qui fait que c'est vraiment une belle pratique. Puis si on revient un petit peu en arrière, justement, parce que est-ce que tu trouves qu'on est outillé, comme dans nos études, pour faire des soins palliatifs ou que c'est vraiment après, avec tes intérêts, que tu es allé chercher ce qui pour t'outiller, en fait, pour accompagner les gens dans cette transition-là, surtout? Ouais. Je te dirais que dans ma formation à moi, ça remonte, tu sais, moi, 1999, c'est ma cohorte. Ouais. J'ai rentré en primaire en 1999. Fait qu'on a été exposés à Dr. Jacques Monday, par exemple, qui nous parlait il était psychiatre, puis il s'intéressait au domaine des soins palliatifs. Fait qu'on a eu des plénières de ce médecin-là. Fait que c'était comme, wow, tu sais, ça... Je sais pas, moi, ça a toujours eu l'effet de... C'est comme si j'avais écouté un bon show, là, quand je l'écoutais. Tu sais, tu te sens plein, puis tu te sens à ta place. Puis à travers le cours IMC-DC, on avait différentes perspectives sur la communication, puis sur la fin de vie. Mais c'est à la résidence, vraiment, comme dans mon stage de soins palliatifs dans le cadre de la médecine de famille, où j'ai eu un docteur Robert Marchand, qui est un autre que j'aurais pu nommer dans les personnes d'inspiration, qui fait du domicile, de l'hôpital, qui avait à cœur que les soins soient centrés sur le patient, puis qu'on n'ait pas une vision hospitalo-centriste de la médecine. Lui, il essayait de rester vraiment dans la communauté, puis Dr. Geneviève Dechaine aussi, on la voit beaucoup. Elle aussi, cette volonté-là, vraiment, que le patient reste dans son milieu, puis que les soins aillent à lui. Fait que là, de rencontrer ces gens-là, c'est là que ça m'a ouvert, mais ça me faisait peur parce que les soins à domicile, t'es tout seul des fois avec ton patient. Fait que là, s'il va pas bien, tu n'as pas une infirmière à qui tu peux dicter « Prends-moi des signes vitaux, prends-moi une glycémie un préposé qui va venir changer la culotte quand le patient a une incontinence ou qui vomit, puis qui est tout sale. » Tu sais, je veux dire, quand tu es tout seul à domicile, c'est « It's on you ». Tu fais ce que tu peux. Puis des fois, c'est presque la jungle. Tu dis « Mon Dieu, j'ai jamais rencontré cette situation-là. Qu'est-ce que je fais? » Puis là, tu es tout le temps en train de trouver la situation, la solution la plus adaptée au patient que tu as en avant de toi. Puis des fois, ton agenda, quand tu as lu le dossier, se transforme. Toi, tu dis « Oh mon Dieu, il faut que j'adresse la douleur puis la nausée. » Là, ça n'a pas de bon sens. Puis tu arrives chez eux, puis son frigo est vide. Il y a des médicaments partout dans la maison. Il est désorganisé complètement. Fait que tu dis « J'aurais beau lui prescrire... peu importe quoi, ça va marche pas, tu sais. Fait que retour à la case départ. Fait que, en étant exposée à toute cette complexité-là de la pratique, ça m'a intimidée au départ. Puis pour répondre à ta question, j'ai pas eu l'impression qu'on avait été suffisamment exposés aux soins à domicile et aux soins palliatifs jusque-là dans ma pratique. Mais je participe maintenant à un beau projet depuis 2015 à l'Université de Montréal.
Puis il y a des initiatives semblables qui se font dans d'autres universités de plus en plus, mais essayer de faire un stage obligatoire à l'externat de soins palliatifs. Fait qu'on a dû, tu sais, offrir un stage supplémentaire, ça veut dire enlever des jours à d'autres stages. Fait qu'il faut comprendre que c'était pas simple de créer ce stage-là. Fait que ça a été rendu possible par les astres étaient alignés, il faut croire. Donc, maintenant, tous les externes, donc tous les médecins qui deviendront spécialistes ou médecins de famille. Tout le monde a passé par là. Tout le monde a passé par là, en tout cas à l'UDEM. Donc, j'ai participé à créer le stage, les objectifs, les modalités d'évaluation, les milieux où on allait les exposer, parce que ça représente des centaines d'externes à placer. Fait que depuis ce temps-là, j'ose espérer qu'on est mieux formés. Oui, mais merci pour ça, parce que moi, j'ai vraiment aimé mes stages là, en soins palliatifs. J'ai appris beaucoup, beaucoup. Là. C'est drôle parce que... C'est un peu grâce à vous. Bien, tant mieux. Mais, tu vois, la semaine passée, j'avais un externe. C'est pas à toutes les semaines qu'on en a. Hein? Ça vient 9 fois pendant l'année. On peut recevoir des externes, en fait, plus souvent que ça. Mais, en tout cas, l'externe, ce qu'il m'a dit, puis pourtant, j'avais pas l'impression qu'on avait tellement parlé de médicus avec nos patients, tu sais. J'avais surtout l'impression qu'on voguait d'un patient à un autre, qu'on allait éteindre des feux à la maison et tout, puis qu'on avait beaucoup parlé, puis on avait rencontré des gens. Puis moi, c'est ce que j'aime, bien entendu, mais c'est souvent ça que les externes me disent. J'ai vraiment appris pendant ma semaine. J'ai appris, on dirait qu'on a appris quelque chose qui ne s'apprend pas dans les livres, puis dans les modules, puis dans les questionnaires et tout ça. C'est une belle exposition à la vraie vie. C'est ça. As-tu des exemples concrets de ce qu'ils apprennent? Parce que c'est quand même la transition. Je pense que la majorité des externes n'ont pas encore vécu de mort en live ou des choses comme ça, ou vraiment des gens qui sont à la fin. Là. En fait, ce qu'on se rend compte à travers le stage, puis dans le texte qu'ils ont à écrire à la fin, où on dit « parle d'une expérience de soins palliatifs », ça peut être dans ton stage ou avant ton stage, dans d'autres stages cliniques. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils avaient été exposés tout plein à des patients qui étaient souffrants, des patients qui étaient atteints d'une maladie grave, avancée, terminale, très souvent, mais qu'on dirait qu'on n'avait pas pris le pas de recul pour se rendre compte que notre patient était peut-être dans ses derniers moments. On ne prenait pas le temps d'engager des conversations pour changer le bateau de direction au lieu d'être dans les soins actifs, les interventions parfois agressives. Est-ce que c'est le moment d'aller plus en eau calme, une approche plus conservatrice, où notre objectif, c'est la qualité de vie, non plus la quantité de vie? Mais toutes ces conversations-là prennent beaucoup de temps. Et des fois, les externes me confiaient avoir été le réceptacle de volonté des patients qui allaient en ce sens-là. Mais la parole de l'externe, des fois, est diluée dans toutes les autres informations. Puis des fois, ça ne se rendait pas aux résidents, aux patrons. Fait que le patient se retrouvait à se dégrader, puis il se sentait mal à l'aise avec ça. Donc, finalement, moi, ce que je leur dis, c'est « oubliez jamais qu'en dépit de tout ce qu'on va faire, 100% de tes patients vont décéder un jour. » On ne sait pas quand, mais c'est notre travail aussi d'essayer de reconnaître les signes que la maladie a atteint un stade avancé. Puis peut-être c'est le temps de rétrograder pour se concentrer sur les objectifs de notre patient. Fait que c'est ça, je pense. C'est ça que je réussis à leur faire apprendre ou prendre conscience. Oui, parce que dans toutes les spécialités, on a besoin de savoir c'est quand le moment de passer aux soins de confort, d'arrêter des traitements actifs. Là. Cette transition-là, elle est super importante. Puis, on a à leur apprendre aussi que même si on n'est pas rendu à faire la transition complète entre une approche active puis des soins palliatifs, il en demeure pas moins qu'en parallèle des traitements qui visent à prolonger la vie, tu peux soulager ton patient. Faut apprendre à adresser la douleur, puis ça peut être la souffrance psychologique liée au deuil, liée au fait qu'il a perdu son emploi, il a perdu sa mobilité. Puis tout ça fait en sorte qu'il y a un lien de confiance qui peut s'établir. Puis comme médecin de famille, on est appelé à le faire beaucoup dans nos bureaux. Des fois, on est tassé un petit peu, c'est ce que les gens nous disent. On
on n'a pas, ils rentrent dans la spirale de l'oncologie ou de Ouais, c'est ça. la cardiologie, puis on n'a pas de suivi, on ne sait pas trop ce qui se passe. Fait que c'est difficile d'engager des conversations quand tu n'es pas tenu informé de ce qui se passe. Mais ça peut être une belle façon quand même d'exercer les soins palliatifs à travers une pratique de continuité. Oui, c'est ça. Puis il y a quelqu'un justement qui me disait sur TikTok que justement, des fois, les gens pensent que les soins palliatifs, c'est juste quand c'est la mort, puis là, c'est fini, mais aussi de mettre de l'avant que les soins palliatifs, c'est aussi juste de rendre les gens confortables. Puis ça ne veut pas dire qu'ils sont tout à fait à la fin, parce que souvent, quand ils voient les soins palliatifs rentrer dans la chambre, ça peut faire peur à certains Tellement. patients parce qu'ils ne comprennent peut-être pas vraiment l'ensemble de vos rôles, que c'est aussi de soulager la douleur, des choses comme ça. Fait que je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu plus de vos rôles, justement. Là. Oui, puis tu sais, à une certaine époque, je dirais que c'est révolu, là, cette période-là, où un médecin traitant dit j'ai plus rien à faire, Ouais. je t'envoie en soins palliatifs. Tu sais, fait que c'est vraiment, la coupure est là, c'est vécu comme un abandon. Tu sais, il n'y a plus rien à faire pour vous. C'est quand même assez lourd là, à porter. Fait que de défaire tout ça, c'était vraiment difficile. Puis il y a un bel apprivoisement de notre discipline avec l'oncologie d'abord. Ça a été nos premiers bons alliés. Puis là, de plus en plus en cardiologie, en neurologie, en pneumologie, je veux dire, de plus en plus, on travaille main dans la main. Fait que nos confrères nous font ils ont bien préparé le terrain, tu sais, quand on est demandé en consultation. Oui. Mais quand même, je trouve ça important d'entrée de jeu, de mentionner aux patients « Bonjour, tu sais, je fais partie de l'équipe des soins palliatifs. » Il y a même tout un courant où on se pose la question, est-ce qu'on devrait changer de nom? Soins de confort, soins de support. C'est tout un débat, là. C'est un sujet en soi. Mais je démystifie d'entrée de jeu, c'est quoi la médecine palliative? C'est quoi les soins palliatifs? C'est quoi nos buts? Puis je dis justement, c'est pas à minuit moins une là, que c'est important de nous demander. C'est justement quand il y a du temps devant vous pour pouvoir en profiter. Donc, nous, le fait d'être là, ce qu'on espère, c'est améliorer votre qualité de vie, essayer d'adoucir la fin quand on sera rendu là, puis d'essayer de vous maintenir à la maison le plus longtemps possible. Si jamais c'est pour différentes raisons, ça devient trop difficile à la maison, mais on a les clés pour essayer de vous trouver un endroit. C'est ça, puis aussi d'être avec les valeurs du patient aussi, de les mettre de l'avant puis de s'assurer qu'on suit la ligne de ce que le patient veut voir. C'est vrai que ça, c'est un aspect très important à savoir. Des fois, il y a des équipes traitantes qui sont vraiment engagées, ils sont espérants, optimistes, très volontaires pour proposer des traitements. Puis Dieu sait qu'il y en a de plus en plus maintenant, des traitements. Puis des fois, notre rôle, ça peut justement être essayer de dégager c'est quoi la perception du patient, c'est quoi sa volonté, c'est quoi ses objectifs réels, c'est quoi qui est important pour lui, qu'est-ce qui lui fait peur, qu'est-ce qui n'est pas prêt à sacrifier pour gagner du temps. Puis des fois, de débuter cette réflexion-là, ça nous donne des outils pour passer à une autre étape. Puis lui offrir ce qu'il veut vraiment. Oui. Fait que ça arrive, des fois, on est comme les traducteurs entre le patient, sa famille. Des fois aussi, les familles ne se parlent pas entre eux. Oui, souvent. Le patient dit « Ah, mon Dieu, moi, je sais que je vais pas bien, puis que ça peut pas continuer comme ça, puis que je sais que la fin approche, mais dites-le surtout pas à ma femme. » Puis sa femme, dans le corridor, ferme la porte. « Oh mon Dieu, je vois bien que ça s'en va nulle part. Il est souffrant, pauvre lui. » Puis là, oh mon Dieu, des fois, on sert juste à essayer que les gens se parlent. Faire le lien, oui, entre les deux, là. OK. Puis, justement, fait que tu fais beaucoup d'étudiants, puis tu parlais justement des soins palliatifs à domicile. C'est ce que tu fais surtout, je pense? Ou tu fais aussi l'hôpital? Je fais de la garde hospitalière peut-être une semaine par mois. OK. Fait que je travaille dans un hôpital communautaire, l'hôpital Jean Talon, dans le CIUS du nord de l'île de Montréal. Des fois, je suis appelée à aller à Sacré-Cœur, donc un centre tertiaire, ou en unité de soins palliatifs plus fermée, là, comme on souhaiterait qu'il y ait un nombre de lits infini pour pouvoir accueillir tous les besoins. Mais c'est une unité de soins palliatifs à Notre-Dame-la-Merci. Donc, je trouve ça vraiment le fun dans un grand CIUS de faire partie d'une grande équipe parce que je suis exposée à la fois vraiment à la première ligne où
je connais mon patient, j'ai la continuité. Puis quand il y a besoin d'un plateau technique, j'ai accès aussi C'est ça l'avantage. au lit de l'hôpital pour atteindre un contrôle des symptômes ou encore à l'unité de soins palliatifs pour assurer la fin de vie quand c'est plus possible à la maison. Donc, je trouve ça le fun comme pratique, vraiment, de pouvoir assurer une belle trajectoire de soins à nos patients. Puis qu'est-ce que ça t'amène de pouvoir justement être dans le monde, là, t'arrives chez eux, fait que tu sais, tu peux voir, t'es en contact avec leur famille. Est-ce que ça t'aide? Puis même, je lisais des articles qui disaient que, bien justement, tu parlais de mourir dans la dignité, mais il y en a que ça les aidait ou justement de respecter leurs valeurs, puis je sais pas si on peut dire ça, mais est-ce qu'on peut réussir notre mort à quelque part? Je sais pas s'il y a des gens qui te posent cette question-là, puis c'est quoi ton expérience par rapport à ça? C'est sûr que le domicile, quand ça se passe bien, quand on est entouré, parce que mourir quand on habite seul, quand on n'a pas de proches, penser mourir chez nous, à part une mort un peu imprévisible ou accidentelle, ça devient difficile. Parce que vers la fin de vie, on perd des forces, on est moins mobile. Des fois, on ne peut pas sortir du lit, donc on ne peut pas s'alimenter, s'hydrater. On a des incontinences, il faut se faire changer. Donc, ça devient difficile d'assister à ça quand il n'y a pas de proche aidant pour assurer le pont entre les visites infirmières, qui deviennent certes de plus en plus fréquentes, mais qui sont quand même ponctuelles dans la journée. Mais c'est sûr que quand ça se passe bien, le fait que le patient soit chez eux, dans le calme, dans ses affaires, que son proche aidant puisse se reposer dans son lit, lui aussi dans ses affaires. Mais ça ne se fait pas à n'importe quel prix. C'est extrêmement pesant pour les proches aidants. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est qu'avoir une ligne 24/7, avoir une infirmière qui peut répondre à tes questions, qui peut t'assister, qu'est-ce que je donne comme médicament, il y a mal au cœur et tout ça. Puis l'infirmière, ce qu'elle va dire, c'est elle aussi, elle a besoin d'un médecin répondant pour modifier les prescriptions, faire des ajustements quand ça ne va pas. Parce que souvent, la fin de vie, on sait qu'elle arrive parce que ça se bouscule. On appelle ça des soins intensifs de fin de vie parce que ce qui était bon hier n'est peut-être pas bon demain comme plan. Ça bouge constamment, vite. on doit changer. Le patient, hier, il pouvait manger. Aujourd'hui, il ne peut plus manger. Il ne peut plus prendre ses médicaments par la bouche. Puis demain, il va être inconscient. T'sais, des fois, ça va vite comme ça. Donc, il faut être très réactif. Avoir des équipes régulières, des visages connus qui reviennent, ça établit un lien de confiance. Puis c'est ça que les familles nous disent que c'est important. Puis quand tous les ingrédients sont réunis, je pense que c'est une belle façon de mourir dans la dignité. En tout cas, c'est possible. C'est mission possible. C'est mission accomplie quand on réussit à faire une fin de vie qui se passe chez nous quand c'était la volonté des patients. Puis des fois, les patients vont nous le dire d'entrée de jeu. Moi, c'est inconcevable pour moi de terminer mes jours ici et de laisser le souvenir à ma femme que je suis décédée dans notre chambre. Puis, je veux dire, on ne peut pas faire autrement que respecter ça. Là, c'est compréhensible. Des fois, c'est nommé. Et puis, quand on peut les accompagner, puis quand on sent que c'est la fin, on se dit, ce serait le moment de trouver un lit en unité de soins palliatifs, puis qu'ils font un séjour de 48 heures, 72 heures sur l'unité, même des fois de quelques heures. Des fois, juste ces quelques heures-là où on fixe, il y a un apaisement qui se fait, les familles peuvent en garder un souvenir vraiment positif, même si de notre côté, on a l'impression que ça a été un peu garoché, puis... Fait que quand la trajectoire de soins est cohérente avec les volontés des patients, pour moi, c'est ça, mourir dans la dignité. T'sais. C'était justement ma question de c'est quoi mourir dans la dignité, mais tu viens de répondre. Puis ça m'amène à une autre question parce que justement, est-ce qu'avec au cours des années puis de ton expérience, tu raffines un peu ton intuition de quand ça s'en va vers la fin, que pour toi, ça devient de plus en plus facile de dire OK, là on est plus proche, ça s'en vient, d'informer la famille qui se prépare, tout ça? Oui, bien sûr. En fait, souvent, ce qu'on dit, c'est que le patient lui-même, c'est lui qui le sait le plus rapidement. Des fois, il n'est pas nécessairement on tune avec son ressenti, mais souvent, il le sait. Fait que c'est pour ça que des fois, j'essaie de rassurer les familles. Écoutez, vous pensez qu'il ne sait pas, là, mais si vous parlez, vous allez vous rendre compte qu'il en sait bien plus qu'on pense.
Fait que des fois, je suis très à l'écoute des petites perches qui nous tentent, tu sais, je me rendrai pas à Noël ou j'espère voir tel événement, mais je suis pas certain. Donc, des fois, c'est des perches, c'est des questions que les patients nous ouvrent parce qu'ils ont envie qu'on leur donne notre perspective puis qu'on se mouille un petit peu sur ça va être quoi l'évolution. Les familles aussi, en voyant l'évolution de leurs proches, peuvent avoir des bons indices. Souvent, ce que je leur dis, c'est, vous savez, des fois, quand l'état de votre proche change d'un mois à l'autre, c'est parce qu'il nous reste peut-être des mois. Quand il se met à changer d'une semaine à l'autre, c'est qu'on est peut-être plus dans un ordre de semaine. Puis je dis, un jour, vous allez vous rendre compte qu'il change de jour en jour ou d'heure en heure. Puis là, ils comprennent. Puis souvent, à un moment donné, ils me disent, là, hier, il n'était pas comme ça. Il change de jour en jour. Je me rappelle de ce que vous m'avez dit. Et là, on est plus en mode fin de vie, tu sais. Donc, on essaie de décupler les services, de potentialiser les visites. Fait que là, il se met à avoir des appels. Puis moi, comme médecin à domicile, je ne suis pas tous les jours au CLSC. Grosso modo, je fais 2-3 jours semaine, 2 jours. Mais je suis sur appel le reste du temps. Donc, l'infirmière essaie de me trouver sur les heures ouvrables pour... Fait que quand je commence à avoir des appels à tous les jours pour des patients, c'est parce que c'est la fin. Puis, bien, nos alliés, les infirmières, nos yeux, nos oreilles, ils nous le disent. Oui, la fin s'en vient. Ils savent, oui. Puis justement, même le patient le sait souvent. Puis j'avais une question par rapport à ça, parce que c'est ça, moi aussi, j'en ai eu des expériences de... Tu sais, comme je me souviendrai toujours, il y a un patient que, justement, comme tu viens de mentionner, on fait la tournée, on était en chirurgie plastique. Puis il n'était pas si vieux, il avait peut-être 50 ans, mais il avait plus de bras, plus de jambes. Il avait comme sa 20e chirurgie. Puis là, il était comme, là j'en peux plus, là. Comme, ça suffit, là, genre, je vais me rendre jusqu'où, tu sais? Puis, il nous a juste... C'est tout juste ouvert sur ça le matin de la tournée. Puis pendant ma journée en plastique, on entend un code bleu. C'était sa chambre. Puis là, on court jusqu'à là. Puis là, le code est là. Puis là, moi, je dis juste, il n'y a pas de code. Juste parce que je savais même pas. J'avais pris un risque, mais c'est juste sorti tout seul avec ce qu'il m'avait transmis le matin. J'étais comme, on arrête. Il n'y a pas de code. Il voulait comme les soins de confort. Fait que tout le monde est sorti de la chambre. Puis j'ai juste eu un moment dans la chambre. C'était très comme serein, comme humble, là, comme l'énergie. Puis c'est juste un reflet de, comme, j'en ai vécu plusieurs morts, mais comme, une fois que le patient a comme accepté, on dirait que ça facilite la transition. Je me souviens plus exactement, on ne sait pas de quoi il est décédé, il était tout seul, je pense qu'il s'était étouffé ou quelque chose du genre, là. Mais je ne sais pas si tu as des expériences comme ça aussi, de quand c'est comme aussi le patient, un moment donné, il accepte, puis on dirait que ça se fait plus rapidement après ce moment-là. Oui, on observe ça souvent. Puis des fois, c'est que ça se répercute dans le côté physique. C'est-à-dire qu'un patient qui résiste, qui a peur, qui a des affaires pas réglées. On sent nos médicaments, ça marche pas. J'augmente mes doses. Ça fonctionne pas. Il est toujours aussi souffrant. Il prend des entredoses. C'est comme si c'était de l'eau. À un moment donné, on prend un pas de recul puis on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et ça, ça peut être tout le contraire. Puis ça, je ne veux pas tomber dans les généralités, évidemment. Là, il y a des nuances à tout ça, mais par rapport à une personne qui a eu une vie pleine, qui est en paix, qui a fermé ses livres, qui a bouclé ses boucles, qui a dit tout ce qu'il avait à dire aux membres de sa famille, qui a été préparé, que les deuils se sont faits progressivement. Ça arrive souvent qu'on observe qu'il y a un meilleur soulagement, moins de souffrance, puis que ça coule. Donc, mais tu sais, lâcher prise quand on a 50 ans. Des enfants, des jeunes. C'est facile à dire, mais ça peut être très difficile à faire, mais c'est vraiment possible. J'en ai observé tout plein. C'est quoi votre approche dans ce temps-là pour les aider à passer à travers ce deuil-là? C'est sûr que des psychologues, il faudrait les cloner, en tout cas des psychologues dans le réseau public. Je militerais vraiment pour qu'il y en ait davantage dans nos équipes. Puis, tu sais, on a l'avantage des fois dans des unités de soins palliatifs plus fermées, dans des maisons de soins palliatifs, dans des équipes d'oncologie, des fois d'avoir des psychologues intégrés. Donc, pour cet aspect-là, ils peuvent être d'une grande aide. C'est comme s'ils ont un pas de recul, puis avec toutes leurs notions
Puis, tu sais, il y a plein de courants en psychologie, mais psychologie humaniste, psychologie existentielle, toute la notion de la dignité, le fait que le patient se raconte, des fois, c'est comme s'il réussit à refaire un puzzle de sa vie, puis ça fait du sens, puis il peut dégager un peu. Puis des fois, juste ça, ça va l'aider à passer à Après, travers. avancer. Puis sinon, ben tu sais, moi, je suis pas psychologue, mais tu sais, des fois, on y va juste de notre expérience, de notre humanité, puis on essaie juste d'être présent à l'autre, puis d'essayer de voir ce qui fonctionne. Puis des fois, c'est avec l'humour qu'on réussit à connecter, puis à relâcher la tension. Évidemment, ça ne se prête pas à tout le monde, puis en toutes circonstances, mais des fois, j'ai pas le choix de dire, tu fais juste appel à quitter, tu essaies d'être connecté, groundé, puis Puis ça les gens le le sentent. transmet. Oui, c'est ça, ils le reçoivent. Mm. Puis est-ce qu'il y a un lien avec, je sais que tu as fait aussi ta maîtrise en yoga thérapeutique, spécifiquement en soins palliatifs. Ouais. C'est-tu quelque chose que tu sens qui aide aussi les patients? Puis est-ce que tu peux décrire un petit peu c'est quoi l'approche que tu as? Oui, j'ai l'impression que tu me parles d'une autre vie. Mais en gros, c'est que, tu te rappelles, j'avais commencé à faire des études en sciences des religions. Pour moi, c'était un petit certificat. J'allais faire quelques cours en préparation à mon voyage. Finalement, j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé de poursuivre à la maîtrise dans le département de sciences des religions. Puis je me suis intéressée à l'expérience spirituelle de participants qui pratiquaient le yoga. Donc, ça a été une approche qualitative, basée sur l'expérience des participants. C'est une étude phénoménologique qu'on appelle. Donc, on plonge en profondeur dans le ressenti puis dans le verbatim des participants. On essaie de trouver l'essentiel d'un message qui serait commun entre tous nos cas. Et puis, fait que la maîtrise était donc loin des études randomisées, contrôlées, double insu. OK, ouais. Ce que j'ai bien essayé de faire à l'époque de ma résidence, ça a été mon première incursion en recherche. Puis dans mon R3 de soins palliatifs, j'avais un projet de recherche à faire, puis je m'étais intéressée au yoga chez les patients atteints de cancer, leur impact sur la douleur, le sommeil, la qualité de vie, la fatigue. Ces 4 volets-là. Puis au bout de 10 cours, j'essayais de mesurer s'il y avait eu une amélioration au point A versus au point B. Et puis, les patients me remettaient leur questionnaire, souvent désappointés, parce qu'entre ces 10 semaines-là, il n'y avait pas juste le yoga là, qui était différent du début à la fin. La maladie avait évolué. Il y a des patients qui s'étaient séparés de leur conjoint, puis ils passaient à travers une mauvaise passe qui n'avait rien à voir avec leur maladie, rien à voir avec le yoga. Il y avait des patients qui avaient reçu une chimio la veille de leur questionnaire final. Fait que c'était difficile de se retrouver avec des résultats significatifs. Et fiable aussi. Et fiables. Puis j'avais un petit nombre de patients. Bon. Fait que tout ça pour dire que les patients me remettaient le questionnaire, puis ils m'écrivaient plein de commentaires dans les marges du genre « Merci, c'était extraordinaire, j'ai beaucoup apprécié. » Mais, tu sais, autrement dit, j'imagine que les questionnaires ne vont pas rendre compte du plaisir que j'ai eu à faire du yoga. Fait que j'étais bien désappointée de ça, de dire, mon Dieu, mes résultats vont dire, bon, il y a quelques aspects du sommeil qui se sont améliorés statistiquement, significativement dans les études, mais je trouvais que ça ne rendait pas compte du tout aux bienfaits que moi, je ressentais quand je pratiquais du yoga. Puis là, ben, voyage de 6 mois en Asie, c'est là-bas que j'ai fait un cours de yoga. C'était pas du yoga thérapeutique à l'époque, c'était juste un cours de 200 heures pour être prof de yoga. Fait que là, j'apprenais mes postures en sanskrit. Puis bon, j'ai eu l'impression de triper ma vie là-bas. Là, je m'ouvrais à quelque chose de complètement différent de métro, boulot, dodo, étudier, faire des examens, puis travailler. Fait que bref, moi, j'étais complètement fascinée par ça. Donc, c'est par l'entremise de toute la philosophie du yoga que je me suis rendu compte qu'il
il y avait peut-être dans cette philosophie-là, à travers le lâcher-prise dont on a parlé, qu'il y avait peut-être une clé pour apprendre à lâcher prise et puis faire face à la mort. C'était ma réflexion, que je simplifie. Et puis, je dis, bien, pourquoi pas? Fait que je vais aller rencontrer des patients, des participants. On les appelle comme ça, on ne les appelle pas des patients quand on fait des études qualitatives, donc nos participants. Et puis, je m'adonnais à des séances de yoga avec eux qui avaient été entérinées par des vrais yoga-thérapeutes, ce que je ne suis pas. Donc, c'était des postures évidemment très douces, tu sais, la respiration, des exercices respiratoires, des exercices sur chaise ou au sol. Et puis, après ça, je recueillais leurs témoignages, puis c'est leurs témoignages que j'analysais. Donc, ça m'a donné à faire de belles rencontres, puis que le yoga agissait de façon différente selon le patient. Il était où, lui, dans son processus? Son processus. Fait que c'est comme ça que j'ai été intéressée à ça, mais par la suite, je me sentais pas apte à faire du yoga thérapeutique. Encore une fois, plus on se met à s'intéresser à un domaine, plus on se rend compte qu'on ne sait rien, puis qu'on n'est pas compétent, puis qu'il y a du monde qui sont meilleurs que nous. Mais je me suis dit, moi, je vais être comme l'entremetteuse pour valider que c'est bon le yoga, je te suggère ça, il y a des bons yoga thérapeutes, tu sais, va explorer ça. Puis je trouvais que c'était une belle façon aussi comme soignant. Tu sais, quand je te parlais d'être présent à l'autre, être groundé, mais ça sur t'aide, ce que l'autre ressent, c'est ça. Même chose pour moi, oui. Ouais. Je fais aussi du yoga, puis c'est drôle parce que tout ce que tu décris, je suis comme oui, mais ça aide vraiment beaucoup à être présent avec le patient. Puis je suis sûre que dans les transitions comme ça aide beaucoup d'avoir quelqu'un qui est là avec toi et non quelqu'un qui est aussi stressé que toi, puis qui n'est pas capable d'être là, puis de supporter ce passage-là. Fait que, ouais. Fait que c'est des outils, puis bien sûr, ça m'est arrivé, je suis au chevet d'un patient à domicile, il y a une crise douloureuse, on donne l'entredose, mais tu sais, 10-15 minutes avant que ça fasse effet, c'est long. Donc, on respire avec notre patient, on essaie de se démontrer confiant, puis un peu pour qu'il s'appuie sur nous d'une certaine façon pour dire, bon, ça va passer, tout passe. Oui. OK, mais c'est intéressant. Là, vous l'appliquez encore ou moins? Vous dites, parce que vous avez dit que ça je vous ramène en arrière. Oui. Mais en fait, ça va par vague. Puis on dirait que, tu sais, ma pratique de yoga a changé. Tu sais, quand je suis revenue de mon voyage de 6 mois en Asie, dont 2 mois en Inde où je faisais du yoga 1h30 à tous les jours. Ben là, il y a le retour au travail, la maternité, puis 2 enfants, puis ces routines-là se transforment. Oui. Mais on dirait que je sais que j'ai cet outil-là, puis tu sais, je m'inscris régulièrement à des cours de yoga, mais c'est pas la pratique aussi intense que j'avais, mais c'est comme un bon ami. Oui, bon outil. Oui. Fait que, à titre personnel, je l'utilise. À titre de conseil pour encourager un patient à aller vers ça, des fois, à domicile, mes patients, si je les vois à domicile, c'est parce qu'ils sont avancés dans leur maladie, ils sont plus capables de se déplacer pour aller voir leur professionnel. Donc, se déplacer pour aller voir un autre intervenant, c'est plus difficile. Maintenant, s'il est prêt à se déplacer à la maison, là, sky is the limit. Mais j'essaie de ne pas imposer ces visions-là, mais j'essaie d'être ouverte sur différentes alternatives puis complémentarités dans les soins, ça, c'est clair. Puis j'imagine que les patients aussi, ils ont dû t'en apprendre beaucoup de comment... Je ne sais pas si tu as des partages à faire par ce que les patients t'ont appris justement par rapport à la mort. Des fois, il y en a que c'est comme justement la manière qu'ils acceptent leur mort puis comment ça se passe bien. Je ne sais pas si tu as des choses spécifiques à partager sur ce que tu as appris, que les patients t'ont appris dans ce que tu fais parce que c'est extrêmement riche. Oui. Tu as vraiment l'impression en faisant ce travail-là que tu es connecté sur ce qui est essentiel. Il n'y a pas de flafla. Quand tu rencontres des gens, what you see is what you get. C'est des gens qui sont authentiques, j'ai l'impression qu'ils sont vrais parce qu'ils sont
vulnérables à cette étape-là de la vie avec la maladie et tout ça. Fait que souvent, les gens nous demandent, moi, je veux que tu sois transparente, je veux que tu me dises les vraies choses. Fait que, bon, c'est ça, on sait déjà sur quel pied danser. Mais ce que je retiens, disons, de mon travail dans les cas, c'est que l'être humain est extrêmement résilient. Il peut s'adapter des choses à des situations où, il y a quelques années, il n'aurait pas cru possible. Puis cette volonté de vivre, parfois jusqu'au bout, l'amène à se surpasser. Puis même chose pour les proches aidants. Il y en a souvent qui me disent « Jamais j'aurais pensé donner des injections à mon mari puis de l'accompagner jusqu'à la fin. Puis finalement, ça se passe bien. Puis je suis tellement contente, je suis tellement fière. C'est tellement un beau cadeau que je lui ai offert. » Donc, c'est cette adaptabilité, si on veut. Autre chose que je retiens aussi, c'est que on peut faire confiance à l'intelligence du corps dans bien des situations et que des fois, en voulant trop intervenir avec un traitement de plus, puis une intervention de plus, une prise de sang de plus, un soluté de plus, des fois, on vient défaire l'équilibre qui est en train de s'installer et c'est là qu'on se met dans le trou. Faut reconnaître ça. Faut reconnaître notre non-toute-puissance. Parce que le corps, de la même façon qu'il a su comment venir au monde, il sait comment laisser aller. Comment mourir. Moi, on dirait que ça me rassure de savoir ça, puis j'ai comme envie de faire confiance à ce qui va se passer pour moi. Puis pour les gens qui m'entourent, ce que j'espère être le plus tard possible, mais... Oui, c'est ça, on sait que ça peut arriver à tout âge. Là. Je ne sais pas, toi, est-ce que tu as dû le faire, l'accompagner des enfants dans ce processus-là? Dans mes stages, j'ai fait des soins palliatifs pédiatriques. J'ai été en stage à l'hôpital Sainte-Justine. J'ai été voir au Phare aussi, Enfants-Famille, qui est une maison de répit pour des enfants avec des maladies graves. Et lorsqu'ils sont en fin de vie. Donc, bien sûr, malheureusement, la maladie, quand elle frappe, ça ne fait pas de distinction des fois. Et c'est toute la complexité de manœuvrer avec les enfants, mais aussi avec leur entourage, leur famille, les consentements substitués en contexte pédiatrique, c'est bien différent. Il y a toute l'émotion d'un parent souffrant, extrêmement souffrant, qui perd son enfant. Puis, bien sûr, cette exposition-là aux soins palliatifs pédiatriques, je l'ai fait, je n'étais pas maman encore. Là, des fois, j'ai le vertige juste de penser à ça maintenant. Ils ont quel âge, tes enfants? Comment? Tes enfants ont quel âge? 11 ans. OK. 9 ans bientôt. OK. Donc, mais en tant que médecin de famille, en soins palliatifs à domicile, si dans mon secteur, j'ai un enfant, un adolescent qui requiert des soins palliatifs, je vais être interpellée pour aller le voir. Puis on travaille en étroite collaboration avec des pédiatres, avec une expertise en soins palliatifs. Puis ça, c'est très rassurant. Mais souvent, ce qu'ils nous disent, c'est que comme médecin de famille, on a l'expertise pour tout ce qui est la vision globale de notre patient. Tu sais, on a les skills vraiment pour faire ça. Il dit le reste, tu sais, c'est calculer tes doses en milligrammes kilo, puis bon, ils nous disent ça pour nous rassurer, puis en tout cas, on arrive à manœuvrer. Mais j'ai eu régulièrement, j'ai des jeunes adultes, en tout cas, vingtaine, jeune trentaine. OK. Oui, c'est... J'imagine que c'est surtout la charge aussi de la famille, comme tu as mentionné, qui est quelque chose. Parce que je disais même des études avant de venir ici que justement les enfants, ils sentent quand c'est la fin, puis souvent vont le cacher à leurs parents pour les épargner, pour les protéger. C'est aussi ce que tu expérimentes. Oui, définitivement. Puis tu sais, il y a la fratrie aussi. Tu sais, c'est... Les grands-parents qui vivent la peine de voir leurs enfants tristes et de perdre leurs petits-enfants. Tu sais, c'est vraiment douloureux, mais il y a tellement quelque chose de beau à travers tout ça. Les enfants sont... Tu sais, on parlait de résilience Oui, c'est ça, ils sont très résilients. Archi-résilients. Tu sais, ils peuvent être dans le jeu, puis dans le moment présent, puis... Fait que, mon Dieu...
des fois, tu as l'impression d'être plus nourri que ce que toi, tu as apporté là, dans ces situations-là. Tu sais, j'ai lu dans mon parcours, tu sais, Oscar et la Dame Rose. C'est tellement une belle illustration d'un parcours d'un jeune patient Qui est en soins palliatifs? Oui. OK. Ah oui, je le conseille. Éric Emmanuel Schmitt. OK. Fait que c'est ça, parce que souvent, on peut voir, hey, ben, ça doit être lourd, tu sais, de vivre tout le temps avec des gens qui meurent à tous les jours. Mais comme tu le dis, des fois, tu reçois quasiment autant de ce que tu donnes. Oui. Quand ça commence à être lourd, je me rends compte parce que, ah oui, j'ai des vacances qui s'en viennent. Tu sais, j'étais due pour mes vacances. Faut comprendre que, oui, évidemment, c'est un drame qui se vit. Mais c'est pas ma mère que je suis en train de perdre en ce moment. C'est pas mon frère que je suis en train de perdre en ce moment. Tu sais, comme professionnel, il faut aussi atteindre une juste distance en même temps qu'une juste proximité avec nos patients. Puis on fait la part des choses parce qu'il faut garder la tête froide puis prendre les bonnes décisions quand ça s'impose. Donc, pour moi, c'est mission accomplie puis c'est un succès quand la personne a été soulagée, quand la personne est décédée dans l'endroit de son choix. Quand on ne vit pas la mort comme un échec, mais comme un passage ou comme une phase de la vie aussi. Bien, c'est ça. C'est la vie. La mort fait partie de la vie. On ne peut pas remettre ça en question. Quand ça, on a accepté ça, le fait que ça se passe doucement, c'est un beau succès. Puis ça peut se passer dans la joie. La joie d'avoir que notre proche soit parti doucement, puis d'y avoir contribué, puis d'avoir fait ce cadeau-là. C'est ça que j'entends par la joie. Quand on se parlait avant l'entrevue, je disais, c'est arrivé quelques fois où j'ai eu à me déplacer pour faire un constat de décès à la maison. À l'époque où les médecins devaient se déplacer, maintenant, on a des modalités où on peut faire des constats à distance, mais bref, je me rendais à domicile, puis j'arrivais en même temps que le gars du Saint-Hubert qui venait apporter le festin à cette famille-là, heureuse, les becs, bonjour, ça a bien été, merci d'avoir été là. Puis, et ça m'amenait à avoir la même satisfaction quand je remplissais un constat de décès à domicile que j'éprouvais quand je signais un constat de naissance. C'est comme, hey, wow, c'est gros, là, ce qui s'est passé. Puis j'ai contribué à ça, à ma façon, puis j'ai vu ça, j'ai été témoin de ça. Donc, c'est ça. À chaque fois, c'est le même feeling. C'est-tu un peu ça qui fait que tu continues tout le temps puis que tu veux toujours... en fait, que tu disais c'est ta place puis tu penses pas partir tout de suite des soins palliatifs? La pratique en soi, c'est vraiment un domaine que j'apprécie. La rencontre avec des patients, c'est nourrissant. La rencontre avec des collègues qui nous ressemblent, c'est des amis. On voit qu'on a la même ADN, là, quasiment. Ce qui est difficile puis ce qui est fatigant, à la longue, c'est la pression du système. C'est avoir l'impression parfois de ne pas offrir les meilleurs services à nos patients en raison des contraintes. Le manque de ressources humaines, financières, matérielles. C'est de voir des patients isolés, vulnérables, marginalisés, qui ont pas eu le meilleur parcours de soins. Tout ça, c'est usant. C'est ça qui est usant. Oui. Puis qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y a sûrement aussi des cas plus difficiles qui, tu sais, on parle de ce qui se passe bien, mais des fois, ça se passe moins bien. Puis comment tu fais comme médecin pour justement que ça ne devienne pas trop lourd, puis que, je sais pas si c'est de créer une certaine distance ou de ne pas traîner trop ça à la maison ou des choses comme ça? C'est arrivé à quelques occasions, les cas où je les ramenais à la maison avec une boule au ventre. Ces cas-là... des fois, j'ai rédigé un petit texte. Je les ai mis par écrit. J'ai échangé avec mes collègues. On faisait un peu des post-mortem avec notre équipe. C'est important. Je dirais que les cas, présentement, où je les porte plus à la maison puis où c'est plus difficile, c'est mes cas d'aide médicale à mourir.
je le vis d'une certaine façon, moi, où c'est là que j'ai le risque d'avoir des boules là, qui sont pas réglées au fur et à mesure. Fait que un rituel que moi, que je me suis fait, c'est souvent il y a une musique qui joue pendant cette période-là, puis le soir à la maison ou le lendemain, dans les jours suivants, je vais réécouter cette chanson-là. Dans l'idée, un peu, je boucle la boucle, puis ça m'appartient plus, là. C'est parti. Je vais essayer de passer à autre chose. C'est des stratégies. Il y a un psychologue qui travaille dans notre équipe, fait partie du comité de programme de soins palliatifs et tout ça. Ça arrive régulièrement que je m'en vais m'asseoir dans son bureau. Puis, Andréane, comment ça va? Puis là, oh mon Dieu, là, je pars. C'est quelqu'un à qui ouais. partager. Oui. Ça fait du bien. Oui, c'est ça. Puis est-ce que tu en fais beaucoup, les aides médicales à mourir, ou c'est pas quelque chose que tu fais pour tes patients seulement, que tu me disais? Beaucoup, tu sais, toute chose est relative à l'individu. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui en font plusieurs par semaine, tu sais, puis c'est leur pratique des fois principale. Moi, le beaucoup, pour moi, ce serait peut-être... Au départ, je me disais un par saison, là, ça risque d'être mon maximum, tellement que je le vivais intensément. Puis des fois, je dirais une par mois, ce serait trop. Fait que c'est dans ces zones-là. Et quand je sens que je suis en panne empathique ou j'ai une fatigue ou que je ramène tous mes cas à la maison puis j'ai de la misère à réfléchir puis à prendre des décisions, c'est souvent quand j'ai un code ouvert par rapport à ça. Donc, je dois reconnaître un petit peu cette particularité-là pour ma part. Il en demeure pas moins que quand on met des limites par rapport à ça, les miennes, c'est quand j'accompagne un patient que j'ai connu, que je vois que ce choix-là s'inscrit dans ses valeurs, dans sa personnalité. C'est pas un geste impulsif en désespoir. C'est pas un cri du cœur là, tout d'un coup qui a émergé. Quand je le comprends, puis ça, on réussit à le faire quand on a établi un certain lien avec quelqu'un. Quand je vois que l'entourage est en cohérence avec tout ça, quand j'ai l'impression qu'on lui a offert les meilleurs soins palliatifs possibles, puis qu'en dépit de tout ça, la souffrance perdure, est intolérable pour lui, qu'il nous l'explique. Souvent, l'impression que ça me fait, c'est oui, c'est difficile pour moi de faire ça, mais j'ai envie de l'accompagner, cette personne-là, jusque-là. Des fois, j'ai pas envie de transférer ça à quelqu'un d'autre. C'est le feeling que je me fais. C'est donc les limites que je me suis tracées. J'aurais du mal à être appelée pour une aide médicale à mourir chez quelqu'un que je connais pas du tout. Oui, c'est ça. Fait que c'est un petit peu les grandes lignes que je... Puis quand je navigue ces règles-là, puis que je les transgresse... tu le ressens. Je le ressens. J'ai un ressac. C'est comme d'apprendre à te respecter dans qu'est-ce que... Parce que moi aussi, j'ai vu la différence entre... Mais comme je l'ai mentionné tantôt, j'ai eu un cas où est-ce qu'il est mort naturellement. Puis les cas que j'ai eus, justement, il y en a un que je suis juste... On m'a appelé de nuit, là, j'étais de garde. « les signes vitaux, les tachycardes, je m'en vais le voir. » Je dis « Ah, mais on dirait qu'il est mort, c'est bizarre. » Puis j'arrive pas à écouter le cœur. Puis là, voyons. Puis il était en train de décéder. Quand je suis arrivée dans la chambre, j'étais toute seule avec lui. Mais j'ai senti que c'était très doux. Il n'y avait pas... Puis j'ai eu beaucoup d'expériences aussi d'observer des aides médicales à mourir. Puis pour moi, c'était vraiment aussi plus prenant émotionnellement. Là. Fait que je pense que c'est différent, je trouve, l'expérience. Puis c'est pas toujours facile à vivre pour la famille aussi, puis tout ça. Là. Fait que c'est ça. Puis aussi, ça m'amène à la question, parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent la différence entre l'aide médicale à mourir et la sédation palliative continue. Fait que je sais pas si tu veux nous en parler un petit peu, puis de répondre à la question si c'est vrai que la sédation va accélérer la mort. Je pense que non, mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus un peu. L'aide médicale à mourir et les soins, la sédation palliative continue fait partie des outils dans tout ce qui est les soins de fin de vie qui sont maintenant à la disposition. En fait, la sédation palliative, par contre, elle existait bien avant la possibilité de l'aide médicale à mourir. C'est jusqu'au moment du dépôt du rapport de la commission spéciale sur la question de mourir la dignité, on est en 2012. Il y a eu beaucoup de recommandations à l'effet qu'on devait améliorer les soins palliatifs, puis il y avait tout autant de recommandations qui disaient
la société québécoise, c'est ce qu'elle décide, c'est ce qu'elle désire, c'est ce qu'elle réclame. On est prêt à l'aide médicale à mourir. Fait que c'est un peu ça qui a lancé la modification dans la loi puis sur les soins de santé pour que l'aide médicale à mourir puisse être offerte. Parce que ça venait vraiment c'est ça, de la société et pas... Parce que les médecins en soins palliatifs, je pense qu'il y avait une petite réticence quand même à ce que ça arrive. C'est vrai qu'à l'époque, je dis souvent, à l'époque où c'était le temps d'être pour ou contre, l'aide médicale à mourir, on dirait que maintenant, c'est difficile d'être pour ou contre. Je veux dire, c'est possible, c'est la loi qui le permet. Les Canadiens ont voulu ça. Bien, notre job, c'est de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, puis que quand tu le désires, puis tu réponds aux critères, que tu puisses y avoir accès. Fait à l'époque où c'était le temps d'être pour ou contre, c'est vrai qu'il y a plusieurs médecins, équipes, regroupements de soins palliatifs qui exprimaient des réserves par rapport à l'aide médicale à mourir, parce qu'on se rappelle, tu sais, on voit constamment des gens qui sont face à des souffrances très grandes, puis qu'en dépit de tout ça, ils veulent vivre leurs derniers instants plus longtemps. Fait qu'on avait peur que, est-ce que ça sera la solution facile qui va amener un flétrissement de l'offre de soins palliatifs parce qu'on va tout aspirer les ressources dans cette voie-là, puis que ça va être un peu plus... facilitant. Donc, est-ce qu'on va assister à un glissement aussi de la loi, un élargissement de la loi? Notre but étant de protéger les gens vulnérables, de prévenir le suicide. Il y a beaucoup d'actions. Est-ce que faire la différence entre un geste suicidaire, l'aide médicale à mourir, ça implique beaucoup de questions au niveau éthique, au niveau sociétal. Donc, c'était toutes ces nuances-là que mes confrères trouvaient ça important d'amener à la commission par l'entremise de mes mémoires ou de témoignages et tout ça. Mais en contrepartie, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de témoignages de citoyens, de malades, de regroupements de proches et tout ça qui incluant des ordres professionnels, le Collège des médecins, entre autres, disaient qu'on pense que ça serait une bonne solution. Basée sur l'autodétermination, on pense que ça serait bien d'en arriver là, d'offrir cette possibilité-là, selon certains critères qu'on a déterminés. Tout ça, c'est fait en regardant ce qui se faisait ailleurs. Puis c'était un geste politique non partisan. Tous les partis de l'époque étaient impliqués dans cette grand exercice-là démocratique, puis on en est venu à cette conclusion-là. Puis après, le Canada a fait un exercice semblable, puis on est arrivé à la même conclusion. Donc, tout ça pour dire que dans les 12 recommandations à l'égard de l'amélioration des soins palliatifs dans le rapport, il parlait aussi de la sédation palliative, qu'on devait mieux encadrer ça, puis faire vraiment la différence entre ce que c'est pas, parce que ça pourrait être perçu comme étant une euthanasie déguisée. D'endormir quelqu'un qui n'aurait pas dû mourir à ce moment-là, le laisser se déshydrater, se dénutrir, puis finalement qui meurt de ça, ça aurait pu paraître être une euthanasie déguisée. Donc, c'est pour ça qu'ils ont vraiment voulu départager ce qu'est une véritable sédation palliative continue, où c'est réservé aux patients qui sont déjà en toute fin de vie. Grosso modo, on dit dans leurs derniers jours. 2 semaines serait pas mal le max. Pourquoi? Parce que on sait que quand il nous reste quelques jours, 1-2 semaines, de façon naturelle, le corps ne cherchera plus à s'hydrater tellement, il va s'alimenter de moins en moins. Donc déjà, on est en train de s'éteindre doucement. Donc, ce n'est pas le fait d'arrêter de s'alimenter et d'arrêter de boire qui va mettre fin à la vie de la personne. Ça va être vraiment la maladie elle-même qui en est rendue là. Et la sédation palliative continue, qui est bien réalisée, a l'objectif de plonger la personne dans une inconscience, donc de provoquer un coma, quand c'est le seul moyen pour parvenir à soulager une souffrance qui est devenue intolérable. Donc, il y a la notion aussi, dans la sédation palliative continue, qu'on est face à une souffrance qui oui, est intolérable pour le patient, mais aussi réfractaire à ce qu'on a tenté au préalable. Donc, il y a un certain algorithme qui doit être fait, il y a un certain processus décisionnel qui doit avoir il y a des étapes, eu lieu. Et souvent, c'est une décision donc qui est médicale par les forces des choses, parce que c'est le médecin qui est en mesure de dire est-ce qu'on a un pronostic
réservé suffisamment? Est-ce qu'on est rendu là dans la maladie? Est-ce que la souffrance a été... on a essayé de l'alléger par de bonnes modalités? Donc, c'est pour ça que très souvent, qu'on dit ça vaut la peine de demander en consultation à un médecin de soins palliatifs, que ce soit au téléphone ou en présence, pour essayer de répondre à ces questions-là. Quand on est en face de cette situation-là, oui, la sédation palliative continue peut être une bonne modalité pour alléger la souffrance, puis finalement, le patient va décéder de sa maladie, donc naturellement, mais alors qu'il est inconscient. OK. Ce qu'on se rend compte, c'est quand on l'administre, les patients vont décéder dans les 24 à 72 heures suivantes. Ouais. Rarement, ça va durer au-delà de 5 jours, 7 jours, une semaine. 10 jours de sédation palliative continue, ça commence à être Est-ce que c'est le plus long que vous avez eu? En sédation palliative continue, oui. 10 jours, c'est probablement le maximum. Par contre, ça m'est arrivé très souvent de voir des fins de vie naturelles, là, sans sédation palliative continue d'un patient inconscient. Par exemple, un drame neurologique, un gros saignement, une hémorragie. Le patient était éveillé, a mangé très bien dans les jours précédents, paf, accident. Il est inconscient. Et là, il peut surfer sur ses réserves comme ça pendant... Le maximum que j'ai vu, ça a été 3 semaines. Oh wow. Sans boire, sans manger. Sans boire, sans manger, mais une petite perfusion d'analgésie, de relaxant musculaire à dose modeste, là, qui lui donnait peut-être juste suffisamment de liquide pour le tenir hydraté, tu sais. Donc, tout ça pour dire que le corps peut faire un bon moment, même pas hydraté, alimenté. Et c'est pour ça qu'on restreint la sédation palliative continue chez ces patients-là qui sont très terminaux, parce qu'une sédation qui durerait 3 semaines, c'est difficilement soutenable là, pour un proche ou pour une équipe soignante. Là, on se pose beaucoup de questions, en tout cas, quand ça s'allonge. Fait que la bonne pratique, c'est telle que je vous l'ai décrit. Donc, vous comprenez qu'à ce moment-là, l'aide médicale à mourir n'est pas restreinte aux patients en toute fin de vie. Non. Une bonne différence aussi, c'est que la souffrance n'a pas à être réfractaire dans l'aide médicale à mourir. Elle doit être intolérable aux yeux du patient lui-même. Donc, subjectivement, elle doit être intolérable pour lui, selon son niveau d'inconfort. Puis, là, ça a changé tout récemment, mais il doit être apte, en tout cas dans le processus et dans la demande et dans la circonscription de comment il veut l'aide médicale à mourir, en quelles circonstances. Il doit être apte à prendre la décision. En sédation palliative continue, on pourrait l'administrer avec un consentement substitué, donc en parlant aux proches, puis en déterminant que... C'est ça qu'il aurait voulu. C'est ça qu'il aurait voulu. On est en face d'un délirium réfractaire, le patient est en fin de vie, il n'est pas en mesure de consentir, mais on a l'impression que c'est la solution la plus appropriée. Donc, un consentement substitué serait possible. Puis quand je disais la souffrance ne pas être réfractaire, c'est-à-dire que si un patient, pour lui, ce ne serait pas acceptable de prendre une médication pour soulager sa douleur, qui souhaite aller avec l'aide médicale à mourir, ça peut être recevable. OK. Ça peut être recevable. Dans le cas d'une sédation palliative continue, s'il n'y a pas eu un essai de modalité de base, là, ça ne serait pas recevable. OK. Puis en termes plus techniques d'aide médicale à mourir et sédation palliative continue, c'est des médicaments qui sont très similaires, mais il y a une petite nuance, celle qui va provoquer la mort dans l'aide médicale à mourir. C'est dans le dosage. Oui. Dans les séquences d'administration, c'est vrai qu'en sédation palliative continue, on va faire très souvent l'utilisation de Versed, de midazolam, un benzo pour amener une somnolence, mais ça a des doses plus importantes qu'une dose de sédation légère. En aide médicale à mourir, on va utiliser la même modalité, mais pour faire une anxiolyse, pour que le patient soit détendu puis se mette à ronfler très souvent, avant d'utiliser des agents comme le propofol, qui peut être utilisé aussi en sédation palliative continue. En anesthésie. Mais les dosages, aussi. en anesthésie, on l'utilise couramment, mais évidemment, le dosage n'est pas du tout le même. En aide médicale à mourir, le dosage sera très souvent létal. C'est-à-dire que le patient, très souvent, va décéder pendant l'administration du propofol. Le curare, lui, qui est l'agent qui va
solder une aide médicale à mourir, ne sera pas utilisé en sédation palliative continue, mais il est régulièrement utilisé aux soins intensifs là, pour paralyser un patient qui serait par ailleurs intubé et qui aurait toutes des modalités pour le maintenir en vie. Là. Mais le curare n'est donc pas utilisé en sédation palliative continue, puis il l'est en aide médicale à mourir. Fait que vous savez que ni l'un ni dans l'autre, les opiacés sont utilisés. Ouais. On n'utilise pas la morphine dans nos protocoles pour mettre fin à la vie de quelqu'un ou pour l'endormir. Ça ne serait pas une bonne pratique de faire ça. Donc, la morphine n'est pas un agent qui tue quand il est utilisé de façon appropriée dans des dosages. Vous dites ça parce que je pense qu'il y a des familles qui ont peur des fois que ça soit... Ben oui. Une on est rendu à la morphine. On est rendu là. Là, je dis, ben, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Si moi, je me fracture la hanche puis je me fais opérer, je vais être bien contente d'avoir ma dose de morphine, mais je ne suis pas rendue en fin de vie pour autant. Ça s'appelle morphine. Déjà, il y a un strike là, dans l'appellation de ce mot-là. C'est pour ça que des fois, je préfère son... Dilodide. Le dilodide. Ne serait-ce que pour ça, il ne s'appelle pas morphine. Mais, tu sais, tout est dans le dosage. Oui, c'est ça. C'est vraiment de la pharmacologie, là, très spécifique. Oui. Oui, les doses en aide médicale à mourir, c'est énorme. Là. Je pense que c'est même difficile à administrer. Oui. C'est un défi, je m'assume, peut-être pour toi, là, parce que des fois... c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Oui, mais tu sais, c'est un liquide laiteux. C'est ça. Le propofol, on a 100 millilitres à administrer. Si des fois, on a une voie plus périphérique, on veut faire attention pour ne pas la faire éclater, pour garder nos accès. Donc, des fois, on doit pousser avec une certaine modération. Des fois, j'ai eu des cathéters, je ne sais pas s'ils étaient kinkés ou quelque chose, mais j'avais les gouttes qui me coulaient dans le dos, là. C'est ça. Puis, tu sais, tout ça, ça doit être fait, tous ces impondérables-là doivent être faits avec un certain décorum, là, tu sais. C'est pas le temps de se mettre à paniquer. Mais non, vraiment pas, là. Faut pas que ça paraisse. Faut pas que ça paraisse. Fait que d'avoir une belle complémentarité, une belle connexion avec l'infirmière qui va t'assister, l'infirmière, pour moi, c'est vraiment crucial. En fait, souvent, je les vois comme des bouées de sauvetage. Oui. La mienne, celle des proches, puis des patients. Puis là, on essaie de se parler avec nos yeux. C'est un moment très, très, très solennel. Oui. Puis ça, en médecine, tu me posais la question... On n'est pas préparé à ça, là. Non, c'est ça. Ce geste-là, puis d'amener une espèce de confiance. Stabilité pour le patient. Alors qu'en arrière, ça shake beaucoup. Oui, souvent. Pour moi, en tout cas, puis c'est sûr que c'est différent de ton premier cas, des premiers cas versus quand tu as un peu plus l'habitude avec la pharmacologie là, de la chose. Mais il en demeure pas moins que l'humain que tu accompagnes, lui, c'est sa première fois. Oui, c'est ça. Ça sera sa dernière. C'est quelque chose de spécial. Puis je pense qu'il faudra toujours garder ce petit tremblement-là, ce soubresaut-là, en tout cas. La journée, ce sera complètement banal. Il faut se poser des questions. Oui. Oui, j'avais justement accompagné une médecin que c'était sa première aide médicale. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est une charge. Puis je peux le sentir, là, OK. Même qu'elle était contente que je sois là, d'avoir un support de plus, là, aussi, parce que je pense que c'est quelque chose... Je sais pas, j'aurais eu ce courage-là d'avoir une étudiante la première fois. D'être... Oui, c'est quelque chose. Oui. Puis, on arrive un peu vers la fin, mais j'aurais envie de te demander, justement, avec tout ce que tu as dit, je demande souvent ça à mes invités, mais si tu avais à parler à la jeune Andréane, là, avant de rentrer en médecine, qu'est-ce que tu aurais envie d'y dire, justement, dans le parcours ou comme aux externes, aux étudiants, pour faciliter un peu leur parcours, parce qu'on sait que c'est pas facile, puis il y a beaucoup de charges émotionnelles, il y en a beaucoup, là. Fait que je sais pas s'il y avait quelque chose que tu aurais aimé recevoir, toi, que tu dis à tes externes maintenant. Des fois, la jeune Andréane aurait pu vivre ça, mais il y a d'autres étudiants, des fois, après un cours magistral en soins palliatifs ou après une expérience de stage en soins palliatifs, des fois, il y en a qui viennent nous voir et disent « ça me fait du bien de vous entendre parce que là, je comprends, je suis rassurée que j'ai ma place en médecine. Parce que des fois, il y a tout autant de bonnes raisons de rentrer en médecine que d'individus, probablement, mais
Il y en a qui rentrent pour sauver des vies, pour faire un geste un peu héroïque ou pour faire l'urgence, il faut qu'il y ait de l'action, puis qui sont à l'aise là-dedans. Puis souvent, c'est ceux qui parlent le plus fort dans les cohortes puis dans les classes. Fait que des fois, quand tu te compares avec ce profil-là, tu peux te dire, mon Dieu, je suis plus introvertie, je suis plus... est-ce que j'ai vraiment ma place ici? Puis quand tu vois un autre aspect de la pratique, que ce soit la médecine palliative ou une autre discipline, puis que tu vois qu'il y a des gens qui partagent un peu la même vision des choses, bien, ça devient rassurant de dire, j'ai ma place, je vais apporter ma couleur, ma façon de faire, puis je vais essayer de trouver une pratique qui me ressemble, qui me rend heureux, puis c'est la meilleure façon d'offrir des bons soins. Ben oui. Oui, c'est clair. Fait qu'il y a de la place un peu pour tous les types de personnes. Puis, comme on l'a dit au début, là, mais ça me ramène à quand on a dit... Moi aussi, ce qui m'intéressait le plus, c'était les naissances puis les morts, parce qu'on dirait que c'est comme les endroits où c'est le plus riche de vie, où que, justement, on sort un petit peu des livres puis qu'on expérimente sur le terrain qu'est-ce qui se passe. Puis, fait que pour moi aussi, j'ai beaucoup reçu de mes stages en soins palliatifs. Fait qu'encore, je suis contente que vous ayez fait en sorte que c'était obligatoire maintenant pour les étudiants. Je pense que tout le monde, peu importe, comme j'ai dit, la spécialité, les médecins vont tous avoir à quelque part à passer par là avec leurs patients. Fait que je trouve ça intéressant. Oui, à ne pas oublier. Puis ça nous rappelle à notre propre humanité, notre propre finalité. Fait qu'il faut donc avoir une vie pleine, puis avoir l'impression que ce qu'on fait, ça fait du sens, puis être connecté sur qui on est. C'est toujours un rappel de ça, de travailler en soins palliatifs. Puis toi, y a-t-il autre chose que tu aimerais partager qu'on n'a pas parlé aujourd'hui ou que tu souhaitais juste partager soit aux futurs soignants ou aux patients, aux familles? Il n'est jamais trop tôt, mais il peut être souvent trop tard. Oui, c'est vrai. Dans les conversations qu'on peut avoir avec notre entourage pour essayer des fois de comprendre qui ils sont, ce qu'ils veulent en termes d'intensité de soins, puis ce qu'ils ne veulent pas avoir. Parce que des fois, quand c'est des proches aidants qui doivent parler au nom de quelqu'un qui est malade, puis de devoir renoncer à certains soins ou de devoir autoriser une désescalade de soins, des fois, c'est lourd à porter. Ouais. Et tu sais, quand on parle aux gens, personne ne veut de l'acharnement thérapeutique. Exact. Dans son testament, tout le monde écrit ça. Oui, c'est vrai. Mais on est témoin de beaucoup d'acharnement thérapeutique dans nos milieux. Quand on a des visions fermées de la situation. Donc, tu sais, j'encourage à parler de ces choses-là, parler de la maladie, de la mort, de la souffrance de façon plus ouverte, collectivement, puis en médecine. Ouais. Je pense que ça va décloisonner les choses, puis ça va nous permettre d'offrir des soins plus proportionnés. Parce que tu sais qu'on a besoin de ces ressources-là pour retourner à la base, des soins de base, des soins au domicile, des soins de proximité. Je pense que... Oui, puis même de faire cette réflexion pour soi. Je pense que la plupart des gens, on ne prend pas le temps, la vie, c'est tout le temps vite, vite, vite. Puis c'est le genre de questions qu'on ne prend même pas le temps de se poser pour soi-même. Oui, des fois, ça m'aura pris, moi, une année sabbatique pour ça, pour le faire. Tu sais, ça peut prendre toutes sortes de formes, bien évidemment, mais c'est nécessaire, je pense. Oui. OK, bien, merci beaucoup pour ton témoignage. Ça rend honneur, je trouve, aux soins palliatifs, puis ce que c'est. Puis beaucoup de gens, pour eux, c'est inconnu, puis ça fait peur. Fait que je suis contente qu'on ait pu le démystifier ensemble. Good. Merci. Merci. J'espère que vous avez apprécié ma discussion avec Dr. Côté. Moi, personnellement, ça m'a appris beaucoup, ça m'a inspiré parce que, comme je l'ai dit au début, la mort, c'est un sujet qui est souvent tabou, qui fait peur, mais on dirait que quand on prend le temps d'en parler, puis quand on parle à quelqu'un qui assiste à ça tous les jours, ce que je reçois, c'est au contraire la douceur du cœur pour cette transition, pour ce qui se passe, puis accompagner, supporter, en fait, les patients qui passent à travers ça, puis les proches. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, aussi à partager ce que pour vous, ça l'a éveillé. Ça va me faire vraiment plaisir de recevoir vos témoignages. Donc, merci, puis on se voit pour un prochain épisode.